Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Aujourd'hui, nous allons aborder les notions de hasard et d'automatisme dans l'expression artistique. En fait, avec l'idée majeure que ces deux notions, qui sont inextricablement reliées entre elles, ont en fait particulièrement été développées dans l'art au XXe siècle, notamment au sein du mouvement surréaliste, mais pas seulement. Et qu'elles sont en fait devenues partie intégrante de l'expression artistique, on pourrait dire moderne et post-moderne. Plus encore, nous allons voir qu'elles sont particulièrement intéressantes pour les thérapies par l'art, puisqu'elles permettent en fait à nul autre pareil de vivre pleinement le processus de création dans l'instant présent. Alors au sommaire de cette nouvelle vidéo, d'abord nous allons voir une petite histoire du hasard et de l'automatisme dans l'art. Ensuite, nous verrons l'automatisme surréaliste, puis nous verrons de quelques procédés automatiques, à savoir l'écriture, le dessin, peinture automatique, les tableaux de sable, les grattages, le frottage, les décalcomanies, les drippings, photogrammes et également radiographie, tout ça donc plutôt au sein du surréalisme. Alors pour démarrer cette vidéo, ce qu'on peut dire, c'est que dans le champ de l'art, en fait, les notions de hasard et d'automatisme renvoient le plus souvent donc aux surréalistes, qui les ont largement expérimentés et surtout popularisés au début du XXe siècle. Cependant, on peut considérer que des formes d'automatisme dans l'art ont été expérimentées beaucoup plus tôt. D'ailleurs, c'est ce qu'on verra brièvement avant d'aborder vraiment l'automatisme surréaliste qui, pour le coup, est quand même très intéressant et avec lequel on peut jouer encore aujourd'hui, notamment dans les thérapies par l'art. Mais avant toute chose, peut-être, il est important de souligner que lorsqu'on parle d'automatisme dans l'art, la notion de hasard est évidemment très souvent présente. À savoir qu'il est difficile de parler d'automatisme dans l'expression sans parler du hasard. Alors, petite histoire du hasard et de l'automatisme dans l'art pour démarrer. Ce qu'on peut dire peut-être en premier lieu, c'est que le hasard, en fait, est une notion qui fait partie de l'expression artistique depuis toujours, mais en fait qu'elle a été plus particulièrement conceptualisée dans le champ artistique au XXe siècle. Le hasard dans l'art, en fait, introduit des questions relatives à la matière, mais aussi au temps et à l'organisation du visible. Et que le hasard, en fait, exprime l'incapacité, on pourrait dire, à prévoir avec certitude un fait quelconque. On parle alors d'imprévu, d'imprévisibilité ou encore d'imprédictibilité. Pour être plus complet, on pourrait dire on pourrait rappeler plus exactement que le mot hasard vient de la langue arabe al-zar, ce qui signifie à l'origine le dé et le jeu de dés. Alors ce qu'on peut dire, c'est que l'automatisme, pour sa part, lui, renvoie à la question plutôt de la spontanéité, mais aussi à l'idée de créer sans la contrainte de la raison et où on pourrait dire de l'intention. Il y a donc de facto une idée sous-jacente que l'automatisme est lié peu ou prou à la notion de hasard, dans le sens, encore une fois, plutôt d'imprévu et d'imprédictible. Et comme l'expliquait très justement Max Ernst dans les années 50, là je vous renvoie à la vidéo qu'on a faite sur lui, l'automatisme comporte une part de hasard et vice-versa, à savoir que le hasard comporte une part d'automatisme. Dans l'histoire de l'art, en fait, on peut raisonnablement imaginer que ces deux notions ont été expérimentées très tôt. Alors, sans remonter très loin, mais si on remonte par exemple déjà à la Renaissance, au XVe siècle, les peintres de cette époque, ce qui est très intéressant, c'est qu'eux, a priori, ne laissaient rien au hasard, à l'exception peut-être, en fait, du fameux point central qui inaugurait la perspective placée dans la surface à peindre. On peut dire quand même qu'il y a eu déjà une vraie réflexion par rapport à ces notions d'automatisme, de hasard, plutôt de hasard, notamment avec Vinci, avec Léonard, qui préconisait déjà le hasard et une forme d'automatisme comme, selon lui, une fabuleuse opportunité pour peindre. Et là, je vais le citer parce qu'il écrivait à ce sujet « Si tu regardes des murs souillés de beaucoup de taches, ou fait de pierres multicolores avec l'idée d'imaginer quelques scènes, tu y trouveras l'analogie de paysages au décor de montagne, rivières, rochers, arbres, plaines, larges vallées et collines de toutes sortes. Tu pourras y voir aussi des batailles, des figures aux gestes vifs et d'étranges visages et costumes et une infinité de choses que tu pourras ramener à une forme nette et complétée. » Fin de la citation de Léonard de Vinci. On peut dire aussi, si on avance un peu plus dans le temps, au XVIIIe siècle, il y aura aussi des dessins de taches accidentelles, alors particulièrement mis en lumière et théorisés par
Alexander Cossens, artiste anglais, dont on a beaucoup parlé en fait dans la vidéo consacrée à l'art des taches et des coulures. Cossens qui développa donc une sorte de méthode en fait qui permettait de créer des dessins de paysages à partir de taches abstraites sur le papier. On peut aussi citer à la même époque, sur un autre plan, évidemment, le peintre, poète et graveur anglais William Blake. Là également, voir la vidéo qu'on lui a consacrée, Blake qui affirmait être guidé dans sa création par des esprits, dont celui de son frère décédé prématurément. Plus près de nous encore, au XIXe siècle, Victor Hugo, en parallèle de l'écriture, qui va beaucoup peindre et jouer avec le hasard et l'automatisme. Il va notamment aussi, là encore, se laisser guider par des tâches, un peu comme Cossens, pour construire ses propres représentations. Et pendant des années, en fait, Victor Hugo va explorer l'accidentel, l'aléatoire et l'imprévu. Et là, je vais citer Georges Hugo, son fils, qui racontait, au sujet de son père, « Il jetait l'encre au hasard en écrasant la plume d'oie qui grinçait et crachait en fusée. Puis il pétrissait, pour ainsi dire, la tache noire qui devenait lac profond ou ciel d'orage. Il mouillait délicatement de ses lèvres la barbe de sa plume et crevait un nuage d'où tombait la pluie sur le papier humide. » Très belle, très joliment dit. Alors on peut aussi parler à la fin du 19e siècle de Madge Gill, alors là, elle, célèbre peintre médiumnique, donc fin 19e, début 20e, qui après plusieurs événements traumatiques va produire un grand nombre de dessins à la plume et à l'encre. Des dessins d'ailleurs qu'elle pouvait aussi bien faire sur des toutes petites images de quelques centimètres à des rouleaux, là carrément de plusieurs dizaines de mètres, considérant que Gill en fait affirmait que sa main, lorsqu'elle créait, était animée par son guide spirituel. Alors là, on pourrait d'ailleurs citer dans la continuité de Gill, on pourrait citer d'autres artistes médiumniques, hein, notamment français, je pense notamment à Victorien Sardou, à Fleury Joseph Crépin, ou encore Augustin Le Sage, hein, Le Sage qui, après avoir entendu une voix lui dire qu'il serait peintre un jour, va se mettre à peindre d'une manière très spécifique, hein, notamment en procédant par niveau, en peignant ligne après ligne sa toile, en appliquant des touches d'une même couleur une seule fois, notamment sur la verticale traitée. Et Le Sage, d'ailleurs, qui aura une grande renommée, mais qui, jusqu'à la fin de sa vie, ne cessera de dire « C'est de l'art de l'au-delà, cela ne vient pas de moi ». Voilà, donc vraiment quelque chose de l'ordre vraiment qui venait de l'au-delà. Voilà pour un peu ce petit historique. Alors venons-en maintenant à l'automatisme surréaliste. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au début du XXe siècle, les notions de hasard et d'automatisme dans l'art vont d'abord être développées par certains artistes dadaïstes, hein, à travers Dada. Je pense notamment à Tristan Tzara, notamment avec sa méthode de comment faire un poème dadaïste, hein, qui consistait à découper des mots, à les placer dans un sac plastique, puis à les prendre, à les sortir du sac un par un au hasard, et à les placer comme ils viennent en fait sur une feuille pour créer un poème. Mais en fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est surtout le mouvement surréaliste, dans la continuité de Dada, qui va revendiquer l'automatisme comme un procédé en fait permettant d'exprimer, pour citer notamment Breton, la force créatrice de l'inconscient. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que les artistes surréalistes vont chercher à générer un type d'image tout à fait nouveau, qui n'a rien à voir, selon eux, avec les valeurs bourgeoises qu'ils considèrent comme fondamentalement réactionnaires, voire mensongères et fortement limitantes, pour reprendre leurs propos. Et qu'en fait, selon les surréalistes, le seul moyen de s'affranchir de tout lien culturel et aussi éducatif avec l'ancien ordre, c'est de supprimer justement la pensée consciente et d'exploiter le pouvoir créateur de l'esprit inconscient, généralement au moyen d'images automatiques ou alors générées au hasard. Alors si je fais encore référence à Breton, à André Breton, le théoricien du groupe, c'est même en fait l'automatisme qui va définir le surréalisme. Et là je vais le citer, il écrit « Automatisme psychique pur par lequel en fait on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors en fait de toute préoccupation esthétique ou morale. » Fin de la citation. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que le concept d'automatisme, présenté dans le manifeste du surréalisme, publié en 1924, sous le titre « Secret de l'art magique surréaliste », s'appuie en fait sur un ensemble de préceptes d'invention. Et chaque artiste peut en appliquer la technique.
peut être par la passivité, la rapidité, le procédé de relance, etc. C'est ainsi que les surréalistes, en fait, vont créer de nouveaux procédés, considérant que leur objectif est de fixer, d'exprimer, en fait, et de mettre en forme du matériau imaginaire, inconscient ou onirique, qui surgit dans l'esprit. Et toujours, en fait, avec cette nécessité, selon André Breton, de désapprendre, par exemple, à peindre, de désapprendre à dessiner, et plus largement, en fait, à faire de l'art selon, se désapprendre à faire de l'art selon les codes académiques. Donc, rejeter l'académisme. Alors, voyons concrètement de quelques procédés automatiques. Alors là, on va voir donc l'écriture automatique, les dessins, la peinture automatique, etc. Alors démarrons par l'écriture automatique. Alors ce qu'on peut dire là encore dans le premier, par rapport au premier manifeste du surréalisme, André Breton, donc qui était ancien élève en psychiatrie, je le rappelle, hein, est vraiment passionné par l'automatisme psychologique. En fait, il va livrer des consignes pour que la pensée en fait se place en mode, ce qu'il appelait, lui, d'automatisme spontané. Et là, je vais le citer. Il disait « Procurez-vous du matériel d'écriture et installez-vous à l'emplacement le plus propice pour concentrer votre esprit en vous-même. Tâchez d'entrer dans l'état le plus passif possible ou dans un état de réception le plus possible. Ignorez votre génie, tous vos talents et tous les autres. Dites-vous de façon résolue que la littérature est une des voies les plus désolantes qui conduisent à tout. Écrivez rapidement, sans sujet choisi à l'avance, suffisamment rapidement pour ne pas vous arrêter et céder à la tentation de vous relire. » Et la première phrase viendra d'elle-même, d'autant plus qu'à chaque seconde, il existe une phrase étrangère à notre esprit conscient qui ne demande qu'à s'extérioriser. Il est assez difficile de dire ce qu'il en sera de la seconde phrase. Elle est sans aucun doute liée à notre activité consciente et en même temps à l'autre, si on accepte le fait que la première phrase écrite entraîne avec elle un minimum de remarques. Ceci doit vous interpeller un minimum d'ailleurs, c'est en cela que réside pour sa plus grande part l'intérêt du jeu surréaliste. Fin de la citation de Breton. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que fortement inspiré par notamment la poésie de Lautréamont, mais aussi celle de Rimbaud, au prétexte en fait que la poésie procure un sentiment d'évasion, mais aussi le principe de l'association libre, hein, pilier de la psychanalyse freudienne, les artistes en fait surréalistes cherchent à exclure tout contrôle, toute forme de contrôle rationnel, et surtout toute censure de l'esprit dans le processus de création. Ça veut dire que ainsi l'écriture automatique doit prendre en fait son origine vraiment dans le champ du spontané, du fortuit, et ce, quel que soit le résultat. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que remis dans le contexte de l'époque, ça a été extrêmement décrié, voire carrément méprisé, hein, enfin, par certains puristes qui la considérait, et qui la considère d'ailleurs toujours, hein, comme une imposture. Mais en fait, elle apparaît comme un moyen d'expression novateur pour les surréalistes qui veulent en fait fondamentalement révolutionner la poésie. Et toujours selon Breton, il faut essayer, en fait, l'idée c'est vraiment d'essayer de brancher directement l'écriture sur l'inconscient sans que l'esprit critique n'intervienne. Ça renvoie aussi un peu à ce que Augusto Boal, le dramaturge, sur qui on a fait une vidéo aussi, disait en fait, espèce de flic qu'on a dans la tête, de censeur qu'on a dans la tête. Et en fait, tous les moyens sont bons, et particulièrement justement le couplage de l'association libre, pratiquée en psychanalyse, avec le système de notation aussi de toutes les idées qui peuvent traverser l'esprit. Alors ça débouchera en 1919 sur un recueil de textes hein, écrit à quatre mains par Breton et Soupeau, donc les champs magnétiques, texte en prose en fait, qui va notamment poser les bases théoriques du surréalisme. À savoir que l'automatisme psychique sert de processus, enfin de principe créateur, que le poète n'accouche plus de rimes, il devient sujet en fait, et ça c'est fondamental, de l'expérience et surtout observateur de ce qui se passe en lui. L'écriture automatique témoigne donc d'une expression complètement libre et, on pourrait dire, authentique, avec plus encore l'idée qu'elle permet l'introspection et qu'elle révèle en fait une forme, on pourrait dire, poétique involontaire. Et que l'écriture automatique va alors devenir le point de départ en fait de toutes les expérimentations possibles qui permettent d'accéder à l'inconscient, notamment aussi par le sommeil hypnotique, l'automatisme graphique, ça on va y venir, les notations des rêves, etc. Voyons maintenant, donc là on a vu vraiment la question de l'écriture automatique, voyons maintenant notamment le dessin et la peinture automatique. Alors ce qu'on peut dire c'est que le dessin représente l'instrument principal de l'automatisme graphique, dans la même veine en fait que l'écriture avec l'automatisme verbal.
Et l'un des premiers qui va vraiment l'utiliser, c'est André Masson, qui sera l'un des premiers en fait à s'adonner au dessin automatique au début des années 20. Mais en fait, le plus souvent, Masson va employer comme point de départ un dessin automatique qu'il va développer ensuite. Il y a également Juan Miro qui va aussi s'essayer au dessin automatique, puis à la peinture automatique. Mais dans le cas de la peinture, le plus souvent, à partir de dessins automatiques qui lui servaient de forme, Juan Miro va le pratiquer de cette façon. On pourrait aussi citer Yves Tanguy, qui, lui, va peindre à l'envers, par exemple, et qui ne retournera sa toile qu'à la fin. Alors, autre procédé qui va un peu dans ce courant du dessin et de la peinture, on va dire automatique, mais un peu détourné, c'est ce qu'on a appelé les tableaux de sable. Et là, c'est encore Breton, André Masson, en 1926, qui va inventer la technique des tableaux de sable. Alors là, il va s'amuser en fait à étaler de la colle sur le support placé à même le sol, de façon aléatoire, puis en fait, il va jeter du sable dessus. Certaines de ses œuvres, alors je pense notamment à Lancelot, on mettra une photo, en fait, sont le fruit d'une élaboration en fait sophistiquée, en fait, d'un dialogue même entre on pourrait dire un dessin cursif et les réponses en fait incertaines de la colle qui retient le sable. Mais en fait, Masson s'inspire des lavis en fait pratiqués par certains artistes chinois de la période Song, dont Masson en fait apprécie l'esthétique empreinte de mysticisme. D'autres tableaux de sable de Masson, je pense notamment aux chevaux morts, doivent leur apparence au tracé plutôt plus libre que forme sur la toile la colle fixant le sable. Masson, ce qui est intéressant, c'est qu'il reviendra à cette technique de tableau de sable à plusieurs reprises, et ça jusqu'en 1960. Voilà. Autre technique, il y a eu de hasard, d'automatisme, il y a la technique du frottage et du grattage. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'écriture automatique, d'une certaine façon, va trouver un équivalent graphique dans la technique dite du frottage. En fait, cette technique, elle consiste à laisser courir une mine de crayon papier sur une feuille posée sur une surface quelconque, ce qui va faire en fait apparaître des figures plus ou moins imaginaires. Alors ça, le premier à l'avoir expérimenté, c'est Max Ernst. Je crois qu'on en parle dans la vidéo consacrée à lui. Et en fait, Ernst l'expérimente en 1925 et il s'amuse en fait en fixant le plancher usé d'une auberge en Bretagne dans laquelle il séjourne, je crois que c'est à Pornic. En fait, il s'amuse, il décide de relever en fait l'empreinte du plancher en frottant à la mine de plomb le papier posé sur les lattes de bois. Et en fait, il va s'amuser, Ernst, en fait, à étendre ensuite ce procédé à toutes sortes de matières et d'objets. Donc planches de bois, des feuilles d'arbres, les bords effilochés d'une toile, un fil déroulé d'une bobine, etc. Et en 1926, il va publier un premier recueil qui va regrouper tous ces frottages, un recueil qui s'intitule Histoire naturelle, et il poursuivra en fait ses recherches en utilisant ensuite la peinture à l'huile. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans la foulée du frottage, alors ça c'est plutôt dans les années 1927-1928, Ernst, là encore, va expérimenter la technique du grattage. Alors là, c'est des toiles plutôt placées sur des surfaces, là encore, au relief varié, qui va recouvrir de pigments étalés au couteau et qui vont laisser en fait apparaître les configurations du dessous, de dessous de la toile, par grattage. Mais en fait, outre Ernst, celui qui va beaucoup l'utiliser, c'est un peintre d'origine espagnole qui va se rallier au surréalisme, c'est Esteban Frances, qui va la pratiquer, cette technique du grattage, en grattant en fait à la lame de rasoir des couches superposées de peinture de différentes couleurs, et ceci en fait afin de faire surgir des formes plus ou moins transparentes et un peu diaprées. Voilà. Encore une autre technique, la technique du fumage. Alors celle-ci, on la doit à un peintre autrichien, Wolfgang Paalen, qui en fait rejoint là encore les surréalistes en 1935. Et en fait, Paalen, en 1937, va commencer à réaliser des dessins tracés en promenant la flamme d'une bougie sur une feuille de papier. Et en fait, en 1938, il va présenter son premier fumage, dessin, qui s'intitule « Dessin fait avec une bougie », à l'exposition internationale du surréalisme à Londres. Plus tard, il va aussi appliquer cette technique à la peinture à l'huile, en passant la flamme d'une bougie sur la couche de peinture à l'huile qui est encore fraîche. Ce qui est intéressant, c'est que ce procédé va être repris plus tard, en 1961, notamment par Yves Klein,
Là, voir aussi la vidéo qu'on va faire sur lui. Yves Klein, qui va faire, en fait, lui, c'est ce qu'il appellera ses peintures de feu, qui va en fait réaliser au centre d'essai de Gaz de France de la Plaine Saint-Denis, près de Paris, où il va s'amuser en fait à manier des brûleurs qui vont produire des flammes de gaz très puissantes, de 3 à 4 mètres de hauteur, avec lesquelles en fait il va craqueler la surface de grands cartons, des cartons suédois en fait, choisis en raison de leur résistance plus importante à la combustion. Voilà. Autre procédé qui joue sur le hasard, l'automatisme, c'est les décalcomanies. Alors là, ça c'est pareil, milieu des années 30, en 36 exactement. Ça c'est encore un peintre espagnol, Oscar Domínguez, pareil, qui a rejoint le groupe des surréalistes parisiens au début des années 30. Et Domínguez qui va commencer à créer en fait ce qu'il va dénommer des décalcomanies du désir ou encore des décalcomanies sans objet préconçu. En fait, il s'amuse à presser une feuille blanche sur une autre feuille, enduite au départ de gouache noire, et en fait il va répéter l'opération de manière en fait à reporter plusieurs fois les taches de peinture. Et que l'image qui en résulte en fait permet à l'artiste de libérer de son imagination en fait en interprétant et en développant éventuellement à sa guise les formes obtenues. Alors à la suite d'Oscar Domínguez, Ernst aussi va beaucoup appliquer le principe de la décalcomanie, notamment en utilisant la peinture à l'huile. Peut-être comme autre on pourrait dire médiation, évidemment difficile de ne pas évoquer le dripping et l'action painting. Bon là encore, contrairement à beaucoup d'idées reçues, hein, c'est pas forcément Pollock qui l'a comment dire inventé, hein, loin de là même, puisqu'avant lui il y a eu une artiste ukrainienne qui a beaucoup dans les années 20-30 qui avait conçu cette histoire du dripping. Il y a aussi Max Ernst, là encore, qui notamment lorsqu'il s'est exilé aux États-Unis qui va l'expérimenter, hein, avec cette idée donc, du dripping, de l'anglais to drip, à savoir laisser goûter, avec cette idée de privilégier le plus possible la spontanéité, en fait, en s'amuser à agiter au-dessus de toiles des boîtes de conserve trouées remplies de peinture. Alors là, c'est ce que Ernst appelait des oscillations, hein, donc techniques qui va fortement être développée par Jackson Pollock, hein, entre autres, et qui va donc devenir en fait l'action painting, cette peinture gestuelle, caractérisée donc par vraiment une expression spontanée, avec une interaction physique entre l'artiste, le support et le matériau, et par ce geste en fait qui est guidé en grande partie par l'inconscient. Sachant que Pollock et d'autres artistes vont utiliser aussi cette technique en fait pour promouvoir, on pourrait dire, l'importance de l'existentialisme dans l'art, dans lequel en fait l'existence précède l'essence, avec cette idée-là. Qu'au lieu d'être peint selon un plan précis, les créations en fait vont émerger à partir du processus de peinture. On peut dire aussi qu'en Europe, après, un peu plus tard, le tachisme va aller vers une sorte de méthode relativement similaire à ça. Pour terminer, les photogrammes et les rayographies, ce qu'on peut dire, c'est que dans le mouvement surréaliste, plusieurs artistes, alors là on peut citer notamment Jacques-André Boiffard, Maurice Tabar, Brassailles évidemment, Hans Bellmer, et puis surtout évidemment Man Ray, vont utiliser la médiation photographique pour s'exprimer selon la perspective de l'automatisme. Alors ce qu'on peut dire, c'est que dès le début des années 20, Man Ray va créer ses premières rayographies, hein. Alors ça c'est inspiré de la technique du photogramme, à savoir c'est des créations réalisées en fait en appliquant un objet directement sur la surface d'un matériau photosensible, tel qu'une photo de papier, une feuille de papier photo, qu'on expose ensuite à la lumière, et que le résultat en fait en est une image en négatif de l'objet utilisé, dont l'aspect en fait va dépendre de son niveau de transparence, et que les surfaces de papier totalement protégées de la lumière restent blanches, tandis que les autres, plus ou moins exposées, vont prendre diverses nuances de gris plus ou moins intenses. C'est donc en fait une manière de faire des photos sans appareil photo, mais avec évidemment une forte dose de hasard. Voilà. Pour finir sur cette thématique de l'automatisme dans l'art, et pour être en fait tout à fait complet sur l'automatisme, il est nécessaire d'évoquer rapidement le groupe. Il y a eu un groupe qui s'est formé, hein, le groupe des automatistes, groupe radical de peintres surréalistes franco-canadiens, hein, qui s'est créé en 1946 et
qui a duré quelques années, je crois qu'il s'est terminé en 1951, parmi les automatistes qui étaient basés à Montréal, et en fait qui vont peindre selon une technique vraiment basée sur l'écriture automatique. On peut citer notamment Paul-Émile Borduas, qui était un peintre du courant d'action painting, mais aussi évidemment, peut-être le plus connu, Jean-Paul Riopel. Il y avait aussi Marcel Barbeau, Roger Fouteau, mais aussi Pierre Gauvreau et Fernand Leduc. Voilà. En définitive, ce qu'on peut dire, c'est pour conclure sur cette thématique du hasard et de l'automatisme dans l'art et dans l'expression artistique, en fait, il est important de comprendre que ces deux notions permettent en fait, avant toute chose, de laisser libre cours à l'imagination, à la créativité, à l'inattendu, à l'impromptu, qui sont fondamentalement des sources d'ouverture métaphorique et de symbolisation. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que s'en remettre au hasard pendant le temps de création, en fait, c'est un moyen de saisir le présent et l'ici et maintenant, on pourrait dire dans la plénitude de son contenu et surtout de ses possibilités. Alors cependant, ce qu'on peut dire aussi, c'est que malgré l'affirmation d'André Breton, selon laquelle le surréalisme était un automatisme psychique à l'état pur, pour le citer, finalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un faible pourcentage d'œuvres surréalistes qui a véritablement été généré, on peut dire, à l'aide de l'automatisme. Mais il n'empêche que les notions d'automatisme, de hasard et de spontanéité ont joué un rôle vraiment important dans l'évolution de l'expression artistique au XXe siècle et qu'elles sont devenues en fait fondamentalement partie intégrante de l'expression artistique moderne et même post-moderne. Et que ramener aux thérapies par l'art, particulièrement dans le champ des médiations art plastique et visuel, en fait, on pourrait dire aussi dans celui évidemment du vivant, hein, les notions de hasard et d'automatisme sont fondamentalement une référence tant en termes de créativité, d'expression de la créativité, que de processus de création. Voilà. Alors à lire au sujet de cette vidéo sur l'automatisme et le hasard, alors pour démarrer, de André Breton et de Philippe Soupeau, Les champs magnétiques, publié en 1971, de André Breton, que j'ai beaucoup cité, Manifeste du surréalisme, publié à la réédition en 1985, mais aussi Le surréalisme et la peinture, publié en 2002. Autre livre de Gombrich, de Ernst Hans Gombrich, L'histoire de l'art 2001, publié en 2001, L'art et l'illusion, psychologie de la représentation picturale, publié en 2002. Un livre sur les surréalistes de Anne Heger, publié en 2003. De Marc Dachy, Dada, la révolte de l'art, publié en 2005. Également de Laurent Danchin, L'art brut, l'instinct créateur, publié en 2006. Autre livre de John Dewey, L'art comme expérience, publié en 2010. Enfin, de Bernard Bisten, Une histoire de l'art du XXe siècle, publié en 2011. Voilà. Si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette vidéo, toutes les coordonnées dans la description de la chaîne. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et surtout cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye et à bientôt.